Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de WAF TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque fin de semaine, nous avons toujours le plaisir de venir sur ce plateau pour discuter et analyser, commenter les faits séants et en marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons évoquer le dialogue national qui suit son cours. Comme vous le savez, aujourd'hui même, les présidents de commissions, des 8 commissions donc, de ce dialogue national ont été installés. Alors, 8 commissions autour desquelles donc devra tourner ce dialogue national. Ce qu'on aura remarqué dans ce dialogue national, c'est la participation d'une partie de l'opposition et le boycott d'une autre partie de l'opposition. Les Sénégalais maintiennent toujours leur position par rapport à ce dialogue, estimant que ce dialogue est essentiellement politique et que la politique risque de prendre le dessus sur les autres aspects, en tout cas, du dialogue. Parce que le dialogue n'est pas seulement politique, il est aussi économique, il est social, il est, en tout cas, 8 commissions qui composent ce dialogue national-là. Alors, si le temps nous le permet, nous allons aussi évoquer donc l'état des libertés au Sénégal. Comme vous le savez, depuis un certain temps, la plateforme Nyo Lank Nyo Bagne, en tout cas composée des membres de la société civile et certains partis de l'opposition, manifestent presque quotidiennement contre la hausse du prix de l'électricité. Alors, malheureusement, à chaque fois qu'ils sont dans la rue, ils sont arrêtés. L'exemple, en tout cas, le plus patent, c'est l'arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna qui croupit en prison depuis presque maintenant 2 mois. Alors, pour évoquer cette question, nous avons le plaisir de recevoir 2 responsables politiques. L'un, c'est M. Mamadou Dieng. Il est d'ailleurs membre donc, de ce dialogue national-là. Il est le président du mouvement Arc-en-Ciel. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir, Joe. Avec vous, sur ce plateau, nous recevons Maître Djaraf Sow. Il est le président de l'Alliance démocratique pour une Afrique émergente, Diolen ADG. Alors, Maître, bonsoir. Bonsoir, Georges. Je commence par vous, M. Dieng. Vous êtes membre donc, de ce dialogue national-là. Vous êtes pourtant de l'opposition. Alors, comment est-ce que avez-vous été choisi pour figurer dans les participants de ce dialogue-là? Merci, Georges. Je te salue bien. Je salue mon contradicteur, M. Sow. Et je salue tous mes militants, évidemment, d'Arc-en-Ciel, notamment les militants d'Arc-en-Ciel de Thiès qui me suivent, et tous les téléspectateurs qui me reconnaissent. Le dialogue national, vous savez, ça a été une invite du chef de l'État, du président de la République, M. Macky Sall, qui au lendemain des élections présidentielles a lancé l'idée d'un dialogue national. Avant le dialogue national, il faut signaler qu'il y avait déjà ce qu'on peut appeler un dialogue politique. Le dialogue politique, en fait, le dialogue politique, c'était s'occuper du processus électoral. C'est une tradition, après les élections, de revoir le fichier, de revoir, en tout cas, l'ensemble des étapes du processus électoral entre partis politiques, entre acteurs politiques. Ça a été une tradition disons, régulière. Et lorsque le ministre de l'Intérieur avait convoqué, nous avons déféré à la convocation. Et de fil en aiguille, de conquête en conquête, de consensus en consensus, on est arrivé à ce qu'on a appelé le dialogue politique. C'est-à-dire qu'il va aller englober aussi bien l'ensemble des étapes du processus électoral, mais également les aspects liés, je donne l'exemple, l'élection du maire au suffrage universel direct. Ça, on est arrivé à l'avoir. La question du parrainage, avec tous les dégâts que ça a fait pendant les élections présidentielles, ils ont accepté finalement qu'on en parle, et d'autres. Donc on était parti sur ça, on a travaillé pratiquement sur 7 mois. C'est après que le président a convoqué le dialogue national. Moi, je me suis réveillé un beau matin, j'ai vu mon nom sur la liste des 83, parce qu'il y avait déjà une première liste de 83 personnes. Et j'ai été coopté comme personne qualifiée. Bon, j'ai jamais trop personne bien compris. Qualifiée, ça veut dire quoi? J'ai jamais bien compris ce que voulait dire une personne qualifiée, mais en tout état de cause, nous étions membres du dialogue national, dialogue auquel je crois, personnellement. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le Sénégal accepte de se parler, de ce qui nous réunit, qui est ce Sénégal. Au lieu de rester à se regarder en chaîne de faïence, comme président est élu. Nous l'avons contesté les élections. Nous avons même fait un livre blanc pour dire qu'on n'était pas content sur tel et tel l'aspect. Mais une fois que cette étape dépassée, je pense qu'on peut quand même, s'il y a les règles de civilité qui conviennent, on peut parler de notre pays, voir comment on peut s'entendre sur l'essentiel.
Donc voilà pourquoi moi j'ai accepté de répondre à cet invite du président Sall, qui nous a appelés au palais, avec toute la solennité. Il y avait toute la République, donc les partis politiques, les chefs religieux, même les communicateurs traditionnels sont venus, l'Église est venue, les marabouts. Donc il y a la société sénégalaise dans ses différentes composantes. On commençait par l'hymne national, donc tout ce qui est solennel. Et puis le président a fait un discours. Il a dit, écoutez, moi je veux qu'on parle du pays, et sincèrement. Et il a dit même, il n'y a plus d'enjeu pour moi. L'enjeu c'est le Sénégal, mais ce n'est plus tellement ma personne. Je pense qu'il référait à l'impossibilité pour lui de briguer un troisième mandat. Il a dit, il n'y aura pas de Ndiak. Donc nous avons pensé que, puisque le chemin était débroussaillé, on pouvait quand même parfaitement bien répondre à cette invitation et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Je regrette qu'une partie de l'opposition ne soit pas venue et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, Maître Sow, vous êtes de la mouvance présidentielle. Alors, est-ce que vous avez bon espoir que ce dialogue-là va porter ses fruits? Georges, je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation, saluer mon vis-à-vis, M. Dien de Arc-en-Ciel, et saluer également l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal comme dans la diaspora, en espérant que ce débat sera productif et digne d'intérêt au grand bonheur de tous nos compatriotes. Abordant le chapitre du dialogue, nous remercions d'abord Monsieur le Président de la République. Cet acte qu'il vient encore de poser montre que le président Macky Sall applique à la lettre le slogan « La patrie d'abord avant le parti ». Cela montre évidemment que le président Macky Sall est plus intéressé par l'union de tous les Sénégalais à ce qu'il a l'habitude de dire que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Vous savez pourquoi? Georges, vous savez que dans les années 90, il y avait eu dialogue. Mais en ce moment-là, vous vous rappelez de ce qu'on appelait événement Nari, la question de la Guinée-Bissau. Il y avait d'autres problèmes politiques après les émeutes liées à l'élection du président Abdou Diouf, les événements de 1988 qui ont débuté sur des manifestations et des émeutes. Il y avait donc en ce moment-là une vraie nécessité de dialogue. Mais au moment où nous parlons, il faut noter véritablement que toutes les institutions de la République marchent, le pouvoir exécutif exerce son pouvoir et gère bien ce pays, les institutions parlementaires marchent, vous voyez que le marathon budgétaire vient d'être bouclé et la justice est en train de faire son travail. Les opposants également ont tous leurs droits, ils sont sur les plateaux de télé, de radio et sur les médias, ils sont en train de marcher, ceux qui le font dans la légalité. Donc si le président le voulait, lui qui a été élu démocratiquement à l'issue d'une élection libre, démocratique et transparente, occasionnée par un suffrage à peu près de plus de 58% des Sénégalais, eux qui le disent qu'ils ont contesté véritablement, c'est tout à fait normal, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, même si on est laminé, l'opposition dans tous les pays du monde dit que voilà, il y a eu fraude, etc. Et il faut aussi noter que dans pratiquement tous les 45 départements, les PV ont été signés et ils ont dit qu'il n'y avait RAS, qu'il n'y avait absolument rien à signaler. Et que donc le président de la République a été élu démocratiquement. Et moi-même, j'avais un peu contesté par rapport à ce que une partie de l'opposition disait, mais quand j'ai vu que les suffrages obtenus à Matam et dans pratiquement tous les 19 communes du département de Dakar, enlever ça, le président de la République, malgré tout ça, allait être élu au premier tour, donc il n'y avait pratiquement aucune raison donc, de contester donc, ces élections-là. Maintenant, puisque lui a voulu demander aux acteurs politiques, sociaux, économiques de venir
dans un dialogue national, afin de réfléchir sur les enjeux politiques, sociaux actuels, à savoir la question du terrorisme, on en parle, le djihadisme. Vous voyez les problèmes qui se passent actuellement au Sahel. On a effectivement vu des problèmes en Guinée, par exemple. Donc face à toutes ces choses-là, et face aussi à certaines contestations d'une partie de l'opposition qui a parlé, comme vient de le dire tout de suite, du problème du parrainage, du problème lié au processus électoral, donc il est donc tout à fait normal donc, pour le président de la République de convier à un dialogue national. Donc c'était le premier constat à faire. Et pour le deuxième constat, il faut également féliciter cette partie de l'opposition dont fait partie M. Dieng, qui a accepté de mettre à côté les intérêts politiques et partisans pour mettre au devant de la scène l'intérêt national du Sénégal. Donc, ce dialogue n'est pas comme il l'a dit, en tout cas, le président n'a aucun intérêt, en tout cas politique, à convier les Sénégalais autour d'un dialogue national, mais quand même il le fait parce qu'il veut que les compétences, d'où qu'elles puissent venir, donc puissent participer donc, à ce que nous voulons tous, qui est quand même de construire un Sénégal émergent et prospère. Voilà, monsieur Dieng, alors, dès qu'on parle de dialogue national, alors les gens pensent tout de suite à la politique, c'est-à-dire aux élections, à ce qui s'est passé le 24 février, donc ça fait juste un an d'ailleurs. Alors, mais il faut tenir qu'il y a 8 commissions, parmi lesquelles donc la commission politique, la commission économique, la commission paix et sécurité, la commission ressources naturelles, la commission environnement et cadre de vie, la commission modernisation de l'État et lutte contre la corruption, la commission de la décentralisation et de la territorialisation, la commission donc synthèse, donc 8 commissions au total. Mais est-ce que vous ne craignez pas que toutes ces commissions-là soient englouties ou phagocytées par la commission politique? Non, la commission politique, je vous ai expliqué. Et qui fonctionne d'ailleurs depuis longtemps par rapport à tout ça. Oui. La politique reste quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est comment dire ça? C'est l'essentiel, c'est l'âme de fond de tout ça. Les politiques de décentralisation, l'économique, tout ce qu'on veut. La base d'abord, c'est les orientations politiques, c'est les conquêtes politiques, les victoires politiques. Qui va être président, il va faire un discours, il va faire une déclaration de politique générale à partir de laquelle on décline les différentes politiques à mener dans les différents secteurs. La politique reste extrêmement, c'est le substrat de tout ce que, de tout ça. Et ça le montre d'autant plus que notre contradicteur, Maître Sow, à l'entame de son débat, est revenu, c'est quand même le bilan de ces élections, sur lesquelles moi je ne voudrais pas se dépasser. Tout le monde sait qu'ils ont quand même volé une partie des élections et nous l'avons contesté, nous avons fait un livre blanc. Mais ces élections sont derrière nous. Nous avons dit que nous sommes venus au dialogue, le cœur léger, parce que nous voulons parler du Sénégal. Mais pas demandeur du dialogue. Aucun membre de l'opposition n'a demandé au président Sall que nous voulons aller au dialogue. Vous avez parlé de ce qui s'est passé en 1990. C'est très loin. Vous parlez du consensus de 92, qui a régi les élections de 2000 qui ont fait partie Diouf. De 2012 qui ont fait partie VAT pour installer Macky Sall. Macky Sall les a changés de façon unilatérale. Donc cette littérature que vous nous sortez ici, ça complique les choses. Restons sur le dialogue national qui a été convoqué et les gens ont répondu. Il y a une partie qui n'est pas venue parce qu'il estime que ce que vous dites là, les commissions que vous avez citées, cette thématique est déjà traitée par les assises nationales. Ils ont dit que nous n'avons rien à faire là-bas. Macky Sall était membre des assises nationales, il s'était engagé à respecter les conclusions des assises nationales. Ben, on n'a pas envie de perdre notre temps à reprendre la thématique dans le cadre d'un dialogue, d'un nouveau dialogue national. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre les assises nationales et ces dialogues nationaux? Comment? Est-ce que vous trouvez, comme vous êtes partie prenante de ces dialogues nationaux-là, est-ce que vous voyez une différence entre les dialogues nationaux et les assises nationales? Non, moi j'étais contre les assises nationales.
Oui, parce que vous étiez au pouvoir à l'époque. Bon, j'étais avec le président Wade, et on les appelait d'ailleurs les assises de l'opposition. Querelle sémantique. Vous n'avez jamais, jamais voulu parler. On n'en a jamais voulu parler. Donc moi, je suis dans mon élément. Hein? Oui. Que cette fois-ci, nous parlons du dialogue national que le président Sall a pris l'initiative d'appeler. Nous ne sommes pas demandeurs, encore une fois, Maître Sow. Pourquoi il a demandé? C'est lui peut-être qui peut répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est que ce pays-là, on ne peut pas aussi faire ce qu'on veut. Tout le monde savait que l'opposition n'était pas contente. Que le feu couvait sous le machin. Dans la sous-région, ce qui se passe au Mali, au Burkina et ailleurs, au Niger, cette déstabilisation dans la sous-région, pour les bailleurs de fonds, il n'était pas question que le Sénégal suive. Ils ont fait pression sur les gens. Si vous avez les marabouts, tout le monde nous a appelés, oui, puisque vous demande de dialoguer, allez-y dialoguer, parlez du Sénégal. Si vous avez bien écouté Maître Sow tout à l'heure, il vous a dit que en fait, toutes les entités de l'État marchent, l'Assemblée nationale marche et tout, donc il n'en avait pas besoin de dialoguer. Il vient d'être élu, il n'a même pas encore fait un an. Oui. Mais déjà, la rue est quand même, c'est pas ce qui se passe. Quand on mobilise concernant les ressources naturelles, près de 1 million de personnes sur la place de l'Obélisque, ce qui s'est passé avec Nyolan Konyobay, quand le Sénégal maintenant arrête des gens parce qu'ils ont distribué des tracts, c'est que depuis 1963, c'était à l'époque de Jean Collin qu'on arrêtait des gens pour des tracts. Macky Sall a fait revenir des jeunes qui distribuent des flyers. Ce n'est même pas des tracts, c'est des flyers. On les a mis en prison. Et ça, c'est des reculs démocratiques quand même extraordinaires. Avec ça, vous ne pouvez pas continuer à dire que ça marche très bien, que le président il est très gentil. Vraiment, il s'est réveillé bon matin, il a dit que mes petits opposants, là, il faut venir. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et le discours qu'il a tenu en disant, il n'y a plus d'enjeu pour moi, en faisant quasiment son mea culpa. Il y aura plus de ndjatch. Nous allons dialoguer sincèrement, pour nous donner des garanties, pour nous donner des apaisements. Je ne pense pas qu'il soit dans le même état d'esprit que vous. Donc voilà ce qui s'est passé. La première convocation du dialogue. Et il y a eu une deuxième convocation du dialogue pour installer le président Famara Ibrahima Massagna. Il a réitéré ses propos. Et Famara Ibrahima Massagna a également indiqué que s'il a accepté le poste, c'est que pour respecter une stricte neutralité par rapport au pouvoir public. C'est ça qui nous a quand même donné des garanties, des assurances pour que nous puissions venir parler du Sénégal. Au lieu d'avoir un pays de haine voilà, nous avons pensé qu'entre personnes civilisées, entre personnes bien élevées, on peut quand même discuter de certaines choses. Justement, parce que parlant donc de la deuxième séance, l'installation donc de M. Famara Ibrahima Massagna, le président donc du comité de pilotage, il y a eu un peu de grabuge parce que à cause d'un nombre de 40 personnes qui ont été ajoutées. Oui, non, ça sont... Les gens soupçonnent, voilà d'où il vient donc. Oui, ce sont leurs manœuvres, hein, parce que, contrairement à ce que dit M. Sow, vous n'êtes jamais sûr de vous-même. C'est la première fois que je fais un décret signé par le président de la République. 15 jours après, on a rajouté à ce décret en complément. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut quand même préparer les décisions du président de la République. Un décret, ce n'est pas rien. On a choisi 83 personnes et je pense de façon très laborieuse. Après, ils ont dit, ah tiens, le président Famara Ibrahima Massagna Dixit, nous nous sommes rendus compte que les femmes n'étaient pas suffisamment représentées. Donc j'ai demandé au président de rajouter 40 avec la primauté du féminin. Donc parmi les 83 qui étaient choisis au départ, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ils pensent qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes. Moi, je l'ai constaté. Au moment où on parle de parité, quand on regarde les têtes, on voit qu'il y avait un déficit criard. Il a dit qu'il a voulu en rajouter 40. Mais ces 40-là, il les a rajoutés parmi leurs copains. C'est pourquoi nous, on a dit que ces 40 sont des cooptés. Les membres, c'est les 83. Les titulaires, c'est les 83. Ce qu'ils le rajoutent, c'est les cooptés. Ils n'aiment pas d'ailleurs ce mot-là. Et bon, heureusement qu'on les a mis en périphérie, bon, pour ne pas qu'ils perturbent les gens sérieux qui sont en train de discuter. Voilà ce qui s'est un peu passé. Même un des membres de commission, en l'occurrence l'ambassadeur Seydou Nourouba, qui a présidé la commission de concertation qui a amené le parrainage, il n'était pas parmi les 83. Il a été coopté. Il fait partie des cooptés. Et on lui a donné une commission et personne ne sait par quel tour de passe-passe, hein, M. Seydou Nourouba
que nous avons contesté et nous continuons à contester s'est retrouvé président d'une commission aussi importante que la territorialisation. Voilà. Surtout qu'on prête au président l'hypothèse, la possibilité de pouvoir nommer des maires par décret. Notamment le maire Donc de ça Dakar. rajoute à la suspicion. On parle même du maire de Dakar. Ben oui, En l'occurrence, je suis pas. Voilà. C'est la mairie de Dakar qui lui a le gros morceau, hein. Les autres mairies là, je pense qu'il n'y a que les charges de personnel et les charges de voirie. Mais Ponkalbi, c'est Dakar. Donc, avec tous les problèmes qu'il y a, on soupçonne le président Sall de vouloir nommer le maire de Dakar par décret. Donc quand on met quelqu'un qui a fait passer le parrainage, avec tout ce qu'on a vu pendant les concertations, là, nous allons être très vigilants. Alors, Maître Sow, je vous ai rappelé tout à l'heure les différentes commissions du dialogue national. Est-ce que vous pensez que ces commissions sont assez suffisantes pour prendre en charge les préoccupations des populations? Merci beaucoup, mon cher ami Georges. Je commence d'abord par informer l'opinion de différencier ce que eux ils appellent assise nationale par rapport au dialogue national convié par le président de la République le 29 mai dernier. Nous savons tous que le contexte des assises nationales était particulier. Nous faisions face à une opposition qui avait boycotté les élections de 2007. Il n'avait aucun espace pour pouvoir s'exprimer. Tout le monde n'a pas boycotté, hein? Pratiquement. Il y a une partie de l'opposition. Pratiquement, l'opposition, en tout cas, dans sa grande majorité, en tout cas l'opposition qui était partie aux assises nationales, avait boycotté. En 2007. En 2007, ils avaient boycotté. Ils n'avaient apparemment aucun espace. Réumi n'avait pas boycotté. Attendez, permettez-moi de continuer. Donc, il n'avait pratiquement pas d'espace donc, pour s'exprimer, pour parler donc, au public. Raison pour laquelle ils ont créé donc, ce qu'eux, ils appellent Assises nationales, d'ailleurs, sans la participation du pouvoir. D'ailleurs, à l'époque, on se moquait d'eux en disant que si vous avez terminé, donc avec vos assises-là, vous nous direz comment vous allez faire pour les faire appliquer, parce que quand même, vous n'êtes pas au pouvoir. N'est-ce pas? Et on ne sait même pas comment on peut faire une assise nationale sans le parti au pouvoir, qui était quand même à l'époque majoritaire, où vous faisiez partie, n'est-ce pas? Maintenant, concernant le dialogue national, il faut quand même apprécier donc, la décision donc, du président de la République. Parce que lui-même, il a dit que les décisions qui vont sortir donc, de ces dialogues nationaux-là vont faire l'objet d'une application stricte. C'est là, il faut quand même, ce n'est pas une petite chose. Si le président de la République dit discuter, ce n'est pas à lui, chef d'État, qui a été élu par les Sénégalais, qui lui ont donné leur confiance. Il pouvait quand même prendre ses décisions sans pour autant faire appel aux autres qui n'ont pas été élus. Malgré tout ça, il dit discuter. Toutes les décisions qui feront objet de consensus seront appliquées à la lettre. C'est pour cette raison-là que si vous dites, comme vous avez l'habitude de dire l'opposition sénégalaise, que voilà, le président de la République a d'autres choses en tête, comme vous venez de dire tout de suite, le président ne peut absolument rien faire. Ça, on vous donne l'assurance. Dans le cadre de ce dialogue-là, le président ne prendra aucune mesure unilatérale. Tout ce que le président fera, c'est ce que vous aurez discuté et trouver un consensus et que lui appliquera. Ça, nous vous le dirons. Maintenant, concernant le décret dont vous faites part... Sur les 40 participants qui ont été rajoutés. Les rajouts par lesquels l'ambassadeur Seyd Nourouba, à qui on a confié donc la commission territorialisation. Effectivement. Il faut quand même comprendre le contexte. Il faut le différencier d'une décision purement administrative prise par le président de la République dans le cadre administratif. Vous savez la complexité, vous le savez aussi bien. On a été ensemble. Permettez-moi de développer. Permettez-moi de développer. Nous sommes dans le cadre purement politique. C'est différent du président de la République qui est dans son bureau et qui prend un acte administratif dans le cadre de ses fonctions. Ici, c'est les politiques dans leur grande majorité, même s'il y a des secteurs socio-professionnels qui s'y ajoutent. Et vous le savez très bien que ceux qui ont
quand même une plus grande influence, c'est les hommes politiques dans ce dialogue national-là. Et vous savez très bien, je vous le dis ensemble, nous avons été ensemble au niveau de Manko, et vous voyez qu'on avait même un problème extraordinaire pour communiquer entre nous. Vous avez été à Ngor Diarama avec moi lorsque le ministre de l'Intérieur mettait sur place donc les différentes phases pour communiquer entre les acteurs politiques. Et vous avez vu le problème qu'il avait rencontré là-bas. C'est nous qui sommes comme ça, nous, acteurs politiques. Le président ne peut faire qu'une chose, faire ce que nous aurions accordé. Pour nous mettre à l'aise et pour mettre aussi à l'aise celui. Oui, mais il faut préciser. À qui il a porté, n'est-ce pas, pour diriger le comité de pilotage du dialogue national, à savoir M. Famara Ibrahima Sagna. En Wolof, on dit que Nit Ken Duko Jital Ba Pare Diko Fakastal. Il a mis au devant de la scène et tout ce que lui demande, il ne peut faire absolument. Est-ce que c'est Famara Ibrahima Sagna qui a demandé le rajout des 40 personnes? Bon, je pense et je dois penser surtout que c'est soit lui, de manière directe, soit à travers les commissions qui ont été installées, ou bien les présidents des commissions qui ont quand même, en tout cas, pris cette décision-là. Je ne pense pas et je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter que le président de la République, seul dans son coin, puisse prendre une telle mesure, sans quand même l'aval de Famara Ibrahima Sagna. Non, M. Sagna lui-même a expliqué. Je dois d'abord préciser, parce qu'il a fait référence au ministre de l'Intérieur. Là, on est dans la confusion totale. Ce qui s'est passé avec le ministre de l'Intérieur, parce que nous ne voulions pas que le ministre de l'Intérieur, que Aly Ngouille Ndiaye, homme politique, maire de Linguère, dirige nos élections. Il a fait parler de ce qui s'est passé vers les années 90. Un ministre de l'Intérieur ne peut plus être partisan. Ce qui s'est passé pour les élections de 2000. Général Cissé, il n'était pas membre de machin. Après, il y a eu Cheikh Gueye en 2012 qui a permis à Macky Sall de pouvoir gagner les élections facilement. On a exigé la même chose en 2017, ils ont refusé. Donc nous avons contesté Aly Ngouille Ndiaye parce qu'il n'était pas, il était partisan. Donc ça, il faut quand même le mettre dans les choses dans leur contexte. Pour revenir au décret, le décret, c'est l'acte administratif majeur. Nous, décret, c'est tellement important. Il y a des circuits, ça passe par des circuits contre-signés. Donc je dis, quand on fait signer au président, à sa décharge, parce qu'il a des collaborateurs qui préparent la décision, on dit préparer la décision du chef de l'État. La directive du chef de l'État. On peut directive pertinente. On dit, peut l'excuser. Les fonctionnaires même disent, oui, les directives pertinentes du chef de l'État. Ça se prépare. Tu ne peux pas en faire, tu choisis 83 de façon très laborieuse. 15 jours après, tu dis, tiens, on a oublié et on rajoute 40. C'est là où il y a un problème. Et M. Sagna nous dit, il n'y avait pas de président de commission quand on signait le décret. Il n'y avait pas de président de commission. Même le rajout, il n'y avait pas encore de constitution de commission. Les commissions ont été constituées bien plus tard. Il faut voir la chronologie des faits. Alors, M. Sagna lui-même a dit, pour s'expliquer, que oui, bon, les premiers 83, j'ai constaté que vraiment la parité n'était pas très respectée. On veut vraiment rattraper. Bon, qui rattrape? Est-ce qu'il a influencé ou le président lui-même lui a dit? Ça, il ne l'a pas précisé, mais on comprend ce que ça veut dire en gros. On a essayé de rééquilibrer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. D'ailleurs, on a eu des problèmes par la suite. Parce que je vous dis que, j'espère que je ne viole pas les secrets de nos délibérations, mais Aïssata Tall Sall a été désignée pour être présidente de commission, elle a refusé. Elle a dit, si vous me choisissez parce que je suis femme, je ne veux pas. Ok? Amsatou Sow Sidibé également, on a voulu la proposer comme présidente de commission. Elle a dit, la même langage, si c'est pour féminiser, je ne suis pas partant, et elle s'est barrée au milieu de la réunion. Tout ceci s'est passé ce jour-là, parce qu'il y a eu quand même un peu de rafistolage. Donc ça, moi je tenais. Est-ce que ce n'est pas parce que les la première liste, les 83, a été donc mal confectionnée qu'il y a eu ce... J'en sais rien, mais c'était laborieux. On était là-bas jusqu'à 23 heures, pour choisir les présidents de commission que vous venez de lister. Finalement, parmi les 8 commissions, il n'y a qu'une seule femme, la présidente de la commission. Moi je ne sais pas, parce que moi après j'avais des contraintes de famille.
je suis rentré chez moi. C'est après qu'on m'a envoyé la liste définitive des membres. Mais je vous dis, nous on est là-bas de 14h jusqu'à 23h pour choisir les présidents d'abord le bureau, le président, ses secrétaires, ses assesseurs, hein? Ensuite les présidents des 8 commissions. Donc on est là-bas de 14h quasiment jusqu'à 23h. Pour dire que ça n'a pas été une chose très facile. Bon, la cause, chacun y va avec sa lucidité, hein? Bon, moi j'en ai une petite idée, je ne suis pas étonné que ce soit aussi difficile, aussi laborieuse, parce que vous parlez de la commission politique. Certaines personnes ont estimé qu'il fallait rouvrir la commission politique, qu'il y ait de nouveaux adhérents. Nous on a dit, on a travaillé pendant 8 mois, on a eu des consensus, on a abouti à des consensus, on ne pouvait pas accepter quand même que des gens viennent remettre tout en cause. Et Birahim, comment il s'appelle là, du Forum civil, hein, n'étant pas très content de ça, parce qu'il tenait à ce qu'on rouvre et qu'il rentre là-dedans, parce qu'il avait des choses à dire et d'autres, il s'est barré également au milieu de la réunion. Ce qui n'était pas d'ailleurs très gentil, parce que la société civile est fortement représentée dans le dialogue politique. Nous avons les Moundiaï Sissé, nous avons les Nying, nous avons, etc. Nous avons des sommités, des gens très représentatifs au niveau de la société civile qui sont présents dans le dialogue national. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au départ, les gens ne croyaient pas au dialogue. Même le dialogue politique au départ. C'est chemin faisant, en voyant qu'on travaille quand même sérieusement et sans concession. C'est des combats, c'est des bagarres, c'est des luttes. Pendant 7 mois, ils se sont rendus compte qu'on gagne en crédibilité, en sérieux. Ils ont voulu prendre le train en marche. Moi-même, je n'étais pas me disais, moi je suis pour, accepter que si vous vouliez venir. Venez, mais venez en contrat d'adhésion. Vous ne remettez pas en cause ce que vous avez trouvé ici. Les points qui restent, vous pouvez en discuter, mais ce qui s'est passé, ça va être un contrat d'adhésion. Donc voilà un peu ce que moi je peux vous dire sur ce chapitre-là. M. Sow, aujourd'hui, les profondeurs de ce dialogue national-là ne comprennent pas pourquoi, pour un pays où il y a 60%, la jeunesse représente 60% de la population, qu'on retrouve des personnes du 3e âge au sein de ce dialogue-là. Vous savez... Bon, ce qu'ils disent le font pour railler, mais ils n'ont-ils pas un peu raison? D'abord, c'est des personnes qui ont pris leurs options. Il fallait choisir entre la patrie et le parti. Il fallait choisir entre l'intérêt des Sénégalais et l'intérêt partisan. Ils ont opté pour les intérêts de leur parti. Ils ont opté pour l'idée de continuer à se battre de manière politique alors que nous venons de sortir d'une élection il y a de cela 6 mois. Un président a été élu, je l'ai dit tout à l'heure. Et si ce président-là a appelé autour d'un dialogue national, en ne faisant fi d'aucune personnalité, politique ou non, à notre vision, il serait en tout cas nécessaire et utile que tout le monde vienne. N'est-ce pas? Je l'ai dit tous à un ami d'un parti de l'opposition qu'il serait nécessaire que vous veniez rejoindre le dialogue national. N'est-ce pas? Bon, puisque eux, ils ont opté pour déjà pour ne pas être au dialogue et ils ont même stigmatisé. Ils ont même stigmatisé. Je vais en revenir après dans un autre point. Ils ont même stigmatisé leurs frères d'opposants en disant qu'ils sont quand ils serrent la main au président de la République. Eux, ils ont riposté. Donc voilà. c'est... Qui a dit ça? Ok. De toute façon, un parti, ce qu'ils disent, oui. Parti de l'opposition qui n'a pas voulu assister au dialogue national a dit que vous êtes heureux lorsque vous serrez la main au président de la République. Lorsque le président Macky Sall les appelle au palais. Il vous a stigmatisé et vous avez riposté en le traitant de... Mais Maître Sow, je ne vous coupe pas, il y a mieux, ils disent que par exemple que ce dialogue-là n'a qu'un seul objectif, c'est la formation d'un gouvernement d'union nationale où les opposants se retrouveraient à l'intérieur. Oui, mais vous savez, dès lors qu'ils ont opté pour ne pas être au dialogue, tous les autres moyens seront utilisés pour discréditer non seulement le dialogue national, mais aussi les hommes comme mon frère et vis-à-vis qui sont là-bas au dialogue national. C'est de bonne guerre. Ils ne veulent pas être là-bas. Mais les Sénégalais, il faut qu'ils comprennent une chose. Hein. Vous nous rapportez ça, moi, personne n'est en face de moi pour me dire
vous étiez là-bas parce que vous êtes heureux de serrer la main du président Macky Sall. Moi, je sais que personne n'ose me le dire en face. Et rentrer chez lui entier. Je vous dis, attendez, je vous dis. C'est ce que j'ai fait. Mais c'est un honneur de serrer la main du président de la République. Ça ne veut pas dire que nous sommes des rendus. Je vous dis, il m'a même fait une blague. Il était là, les gens étaient tout autour de lui. Il m'a vu de loin, j'étais à près une quinzaine de mètres de lui. Il m'a dit, ça ce sont mes anciens amis de la cellule Initiative et Stratégie. Et on a échangé quelques amabilités. Pourtant, moi, ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu. J'étais dans l'opposition. Les Wolofs disent, attendez, ces gens qui disent ça, vous avez tort de nous rapporter ces propos. Parce que c'est pas sérieux ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'on est parti au... Même pendant la 2e, 3e guerre mondiale, la guerre d'Irak, mais les gens dialoguent. On dit, oui, il ne faut pas bombarder 15 latitudes nord, 15 latitudes sud, machin, parce que les diplomates vont aller là-bas pour dialoguer et discuter. Le monde est ainsi fait. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont là pour des perdièmes. Oui. Alors que c'est 5 000 francs par jour que les gens te donnent. Les gens qui viennent de Diamniadio, qui viennent de Thiès. Même s'ils prennent des clandos, de Sévikotane ou Barnier à l'hôtel Gordiarama. Mais quand tu paieras au moins 2 000 francs, allez, 2 000 francs, tu savais 4 000 francs. C'est 5 000 francs et c'est le peuple qui donne les 5 000 francs. Mais on a dit qu'il y a 10 millions par mois. Mais c'est comme nous, mais nous ne sommes pas des 15, 20. Nous sommes de hauts cadres. On a occupé des fonctions de haut niveau pendant 10 ans dans ce pays. On a de quoi vivre. Ça fait 7 ans que nous sommes dans l'opposition. Merci. Permettez-moi... Non, on termine. Il n'y a pas une goutte mon temps de parole. Non, allez-y. Ça me choque. Si vous voulez raconter ces propos vraiment... J'ai déjà été... Je m'excuse de... J'ai déjà été un grand diplomate. Non, c'est un dialogue. Donc on échange... de mon temps de parole. Et je vous donne raison. Et je le dis toujours. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on n'est pas un grand homme d'État et qu'on n'est pas républicain. C'est parce que vous êtes républicain, vous êtes des hommes d'État, avec grand T, n'est-ce pas? Mais des opposants aussi. Vous avez, oui, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Vous avez dit tout de suite que c'est un honneur de serrer la main au président de la République. Vous avez parfaitement raison. Il faut faire la différence entre le président de la République et, par exemple, le président Macky Sall intuitif personnel. Le président Macky Sall, s'il n'est plus président de la République, et autre chose, c'est un particulier comme vous et moi. Mais le président Macky Sall, avec grand P, est une institution de la République qui représente l'État en tant que son chef est choisi par la majorité des Sénégalais. Donc, effectivement, lui serrer la main est un honneur, comme vous venez de le dire. Maintenant, par rapport à ces gens-là qui ont dit ça, et j'ai vu même que vous avez riposté, on en reviendra lorsqu'on parlera du problème de Londres, c'est toujours les mêmes personnes qui ont introduit le champ politique sénégalais pour l'infester, qui sont en train de lancer ces gens. Voilà, on va entrer toujours dans ces manifestations. Donc, dans ce second thème donc, de cette émission, nous allons parler donc des libertés, des manifestations au Sénégal. On se rend compte que de plus en plus les manifestations sont interdites ou bien réprimées, sinon tout simplement pour un oui ou pour un non. Par exemple, si on prend l'exemple donc de ces mouvements qui distribuent des flyers qui ont été arrêtés et gardés à vue pendant 2-3 jours le week-end dernier. Alors, M. Dieng, est-ce que vous ne craignez pas quand même pour... Non, moi, c'est ma grande déception. Moi, je pensais qu'on ne pouvait pas arrêter quelqu'un parce qu'il a distribué des tracts. Ça, vraiment, c'est la préhistoire, quoi. C'est-à-dire, si c'est encore possible, heureusement, il y a des responsables. Je pense que c'est le procureur qui a refusé de poursuivre. Parce que ce n'est pas les policiers qui les ont liberté de gaieté de cœur, sinon ils ne les auraient pas arrêtés. Ils ont passé 48 heures oui, donc ils les ont arrêtés, ils les ont gardés pendant 48 heures. Donc les policiers pensaient que c'est bon d'attraper quelqu'un en 2020 parce qu'il distribue des tracts. Donc c'est un recul. Mais ce n'est même pas un recul, c'est une catastrophe de faire une chose pareille. Surtout que ce n'est même pas des tracts, c'est des flyers. C'est dans la communication moderne. Il faut que le Sénégal aussi, comment on appelle ça, mise à niveau. Vous avez besoin d'une mise à niveau. Que vous pouviez comprendre ce qu'est un activiste. Guy Marius Sagna n'est pas un bandit. C'est un activiste. C'est un phénomène nouveau. C'est une nouvelle forme de contestation. Comme les phénomènes, comment on appelle les femmes qui font les revendications en France. C'est comme Kémy Séba. C'est les jeunes qui font. C'est un âge. Moi, je ne fais pas ça.
Moi, j'ai d'autres formes de contestation à faire. Mais là, en faire quasiment un terroriste, parce qu'il est venu s'agripper Mais ça, même pour le président, je pense qu'il devait même le prendre avec même de la sympathie. Parce qu'ils ne sont pas venus avec des gourdins, ils ne sont pas venus avec des... oui, monsieur le président, le courant coûte cher, ils viennent devant les grilles. Moi, je me souviens, pendant les événements du Diola, quand les populations sont venues en détresse au palais, Abdoulaye Wade est sorti, il les a accueillis. C'est ça c'est ça. Mais comme le président a des faucons là, autour de lui, hein, oui, mais des jeunes ont quitté aussi Guédiawaye pour venir au palais. C'est grave, toucher aux grilles du palais. Mais moi, je me souviens, nous les natifs de Dakar, parce que moi, je suis né à Dakar, à chaque fois on me dit Thiès, mais les gens oublient que je suis né à Dakar. Quand on allait à l'hôpital principal, voir des malades ou même nous faire consulter, mais on passait devant les grilles du palais. On regardait les grilles couronnées et les touristes faisaient des photos avec les gardes rouges. C'était même devenu quelque chose de banal. Actuellement, en passant l'autre jour, en allant au dialogue, pour venir, quand j'ai garé moi pour venir, le gendarme m'a fait changer de trottoir. On est là, dans la zone de haute sécurité, de hyper blindé. Quand Guy Marius Sagna, avec un ami ou deux, ils n'étaient pas plus de 3 personnes, des kidam sont venus et on traversé toute cette panoplie, toute cette arsenal de sécurité sont arrivés jusqu'au palais. Déjà, je pense qu'ils devaient savoir que ce pays-là, les pays sous-développés, on est très vulnérables. C'est la première lecture moi, que je fais de ça. Deuxièmement, il y a de la sympathie. Le courant coûte cher, tout le monde le sait. Donc, alors, pour moi, les libertés sont actuellement en danger. Et vous, du pouvoir, parce que moi je pense que vous êtes là, vous avez vu les fleurs, que vous êtes mieux que même les gens membres de la paire au président Sall. Bon, vous avez votre option, mais il faut le dire que, quand même, les libertés sont en danger. Et ça n'augure rien de bon parce que les gens ne se laisseront pas faire. La preuve, ils ont arrêté ceux qui distribuaient les flyers. Ils les ont libérés. Ils ont encore continué à distribuer des flyers. Hier, ils en ont distribué. Donc ça ne sert à rien. Ce qui se passe, c'est qu'il faut être au diapason du monde moderne. Les manifestations, une marche, on n'a plus besoin d'autorisation. On est dans le régime des déclarations. Et être encadré. Chaque fois qu'il y a des manifestations encadrées, il n'y a pas eu de problème. Mais chaque fois que vous interdisez, les gens vous montrent que vous voulez réunir. Et comme vous n'avez pas ce qu'on appelle des oreilles, vous ne pouvez pas, vous avez des difficultés pour bien entendre, les gens sont obligés de répéter tout le temps pour dire ce pays-là ne vous appartient pas. Voilà, Maître Sow, alors je crois que vous êtes bien placé pour mesurer l'état, comme il l'a dit tout à l'heure, en termes de liberté, le Sénégal est en danger. Vous avez même évoqué tout à l'heure la dame qui a crié « Libérer Ousmane Sonko ». Par exemple, ça l'a trouvé à Londres. Ça, par exemple, sous le régime Abdoulaye Wade, on avait vu aussi Souleymane Jules Diop, qui est maintenant avec vous, qui le faisait avec Abdoulaye, dans une salle aux États-Unis. Parce que l'immédiat l'a fait aux États-Unis. Oui, par exemple. Ça n'est pas offusqué. Nous avons en parlé. Oui. Et il faut d'abord que les gens sachent que nous sommes des légalistes. Quoi que nous puissions soutenir le président de la République et son gouvernement, nous ne serons jamais au-delà de ce que la loi a interdit ou de ce que la loi a autorisé. Vous savez, je faisais partie d'un des rares compagnons du président de la République à lui dire, je pense que c'est vers 2016, 2017, 2016, que monsieur le président de la République, c'est une erreur de mettre monsieur Ousmane Ngom dans votre avion alors qu'il était frappé au même titre que certains de ses compagnons de mesures d'interdiction de territoire. Ah, ça je ne savais pas ça. Ça je l'ai dit, ça, c'est... la vidéo est sur Internet, intégrale, je l'ai dit. Et je sais que ce n'est pas sans conséquence politique sur notre compagnon avec le président, mais si vous êtes avec quelqu'un, vous avez l'obligation morale de lui dire la vérité. N'est-ce pas? Et au-delà de ça, nous avions même proposé au président de la République une porte de sortie pour respecter ce qu'il avait promis aux Sénégalais, qui était d'aller aux élections en 2017. Nous lui avons dit tout simplement que la révision faite par le président Abdoulaye Wade en 2008 était anticonstitutionnelle parce que ne respectant pas la Constitution. L'article 27 disait que pour pouvoir modifier ces dispositions, il fallait aller au référendum.
le président Wade est allé le faire devant l'Assemblée nationale. J'avais dit au président à l'époque qu'il fallait tout simplement qu'il saisisse le Conseil constitutionnel pour déclarer sur la légalité ou non donc de cette modification constitutionnelle. Et ce qui était sûr et certain est que le Conseil constitutionnel allait vérifier pour savoir exactement que le président Wade n'avait pas respecté donc cette procédure-là et allait donc constater que le mandat du président était toujours de 5 ans et non de 7 ans. Et nous avons toujours donc cette posture-là. Nous avons été les premiers à dire et à déclarer que cette fois-ci, quand nous avons vu Guy Marius faire son acte, que si, monsieur le président de la République, vous êtes trop démocrate et trop de démocratie, tue la République, tue la démocratie. Nous avons été les premiers à dire que si cette fois-ci, vous laissez Guy Marius rentrer chez lui, sans que la loi ne s'applique pas, nous allons démissionner de Benno Bokk Yakaar de manière définitive. Pourquoi? Voilà pourquoi je dis que c'est des faucons. Attendez, nous ne sommes pas des faucons, nous sommes des républicains. On ne peut pas permettre à ce que la politique prenne le dessus sur le fonctionnement normal de la République. Nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Ouais. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des institutions, il y a des choses. Pourquoi vous avez suggéré que Guy ne devrait pas rentrer chez lui pour juste avoir manifesté juste devant le palais? Il n'a pas simplement manifesté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des pierres. Guy, tout d'abord, il faut voir qu'il y a des antécédents. Parmi ces antécédents-là, vous avez vu Guy sur un podium. Guy, il ne faut pas l'appeler Guy, il ne s'appelle pas Guy. Non, je connais Guy, on était ensemble, il était en train de dormir lors de nos réunions de Manko. Je le connais, c'est un Sénégalais. Entre guillemets, je le taquinais comme ça, je le connais très bien, Guy Marius Sagna. Je dis que j'ai vu Guy Marius Sagna, de mes propres yeux, pousser avec force un policier. Qui, s'il n'y avait pas un autre de ces... C'est des gardes rouges ou des policiers? Non, attendez, avant de parler même donc de la garde rouge, je parle d'un fait. Guy Marius, lors des réunions de Art de Nubok, je l'ai vu pousser avec force un policier qui a failli tomber. Si ce n'était pas un de ses collègues qui l'avait retenu. Guy Marius se fout de notre police nationale. Il fait tout ce qu'il veut dans cette république-là. Il est arrêté à 8h, à 14h. Ouais, mais je ne vais pas aussi permettre que vous me coupiez à chaque fois que j'essaie de développer. Oui, allez-y, rapidement. Je peux le faire. Mais c'est un dialogue aussi. Oui, allez-y, rapidement. Rapidement. Je dis que Guy a cette habitude-là. Et il en fait, donc, il en fait une promotion. À chaque fois, d'ailleurs même il est en train de comptabiliser les nombres de fois qu'il est arrêté, on dit plus de 30 fois. À chaque fois qu'il est arrêté, quelques heures après, on le laisse rentrer chez lui. Il prend même je sais pas, quelque chose pour montrer aux Sénégalais qu'il avait été et tout ça. Et il était même en train d'être copié par d'autres opposants qui faisaient du n'importe quoi, arrêtés à midi, à 2h ils sont libérés. Bon. Mais pour ce cas-ci, Guy a quitté la place de l'Indépendance. Il faut bien visionner la vidéo. Combien de policiers ils ont poussé avec force, soutenus par les autres activistes qui étaient avec lui, qui lui donnaient la force de pouvoir repousser avec force et violence les policiers qui essaient de l'empêcher d'accéder au palais. Ils ont réussi à repousser avec violence tous ces hommes-là, qui sont des gens à respecter. Nos forces de défense et de sécurité. Arrivé au niveau du palais, il a essayé non seulement de pousser et de violenter le garde rouge qui était sur place, mais aussi il a essayé d'escalader les grilles du palais. Il pouvait recevoir une balle pour ça. La situation pouvait dégénérer si nous n'avions pas des forces de défense et de sécurité très responsable. Bon, moi juste un mot. Mais pour éviter que d'autres personnes tentent la même chose en essayant de discréditer nos institutions en croyant que cette république-là est une anarchie, il faut que la loi s'applique dans toute sa rigueur contre Guy Marius Sagna et contre toute personne qui tenterait une prochaine fois de faire comme Guy Marius Sagna. Moi je vois que nous avons des dictateurs en miniature, institution pour institution, la présidence de la République, l'Assemblée nationale. C'est des institutions qui se respectent. Dans une république, comme il l'a dit, on a vu quelqu'un venir s'enchaîner dans les grilles de l'Assemblée nationale. C'est pas un délit. Ça, c'est pas un délit. Il était député.
Il est, je dis, Kamba Dieng était député, il avait droit d'être là où il était. Personne ne vous suivra dans ce raisonnement. Vous serez bien seul ici au Sénégal de raisonner comme vous le faites. La preuve, on a posé la question au président, il en a mis les conséquences hors du pays. Ce jeune-là est un activiste. La base de ce qu'il fait, c'est quand même du réel. Les Sénégalais sont pressurés par ce monstre qui s'appelle la Sénélec. Il a pris en charge cette revendication, il l'a montré, il a exercé de façon peut-être un peu ostentatoire, mais sans au-delà. En parlant de lui, moi c'est comme Al-Qaïda. Hein? C'est comme si lui il était Osama Ben Laden.